Bonjour à toutes et à tous. La problématique que nous allons traiter aujourd'hui est récurrente lorsque l'on aborde la paléographie. Au-delà des difficultés de lecture liées aux évolutions des écritures, le déchiffrement est souvent rendu difficile puisque la langue est vivante. Il faut donc comprendre ces évolutions. Sur les réseaux, où il m'arrive de flâner, ce point est souvent mal compris et on voit partout que nos ancêtres faisaient plein de fautes. Pourtant, rien n'est moins sûr. Allez, générique. J'essaye d'alterner des textes que l'on peut juger faciles, et d'autres un peu plus difficiles. Et il y en a qui piquent dans ce qu'ils préparent. Celui qui nous intéresse pour cette vidéo est incontestablement facile. Il n'y a quasiment pas d'abréviation, pratiquement aucune ligature. Le texte paraît vraiment simple. Mais tous les deux mots, il se passe quelque chose d'intéressant du point de vue de l'orthographe, de la grammaire ou de la conjugaison. Simple, ça existe vraiment du simple en paléographie? Oui, bien sûr, mais c'est avec la difficulté que l'on progresse vraiment. Il faut bien prendre en compte que notre manière d'écrire est un code, une véritable construction sociale. Il faut bien comprendre que les hommes du XVIIe siècle sont confrontés à une pluralité de normes et de valeurs. D'ailleurs, un bourgeois n'écrit pas comme un aristocrate, ni comme un clerc de notaire. Tout à fait. Ainsi, leur rapport à la langue est différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je prends un exemple. On tend actuellement à considérer que la maîtrise de l'orthographe est véritablement indispensable à la culture d'un individu. Et on ne compte pas le nombre de commentaires sur la question. Bon allez, je vous en mets que 2, mais je sais pas si c'est nécessaire tant c'est monnaie courante. Sauf que ce n'est pas le cas à cette époque. La maîtrise de l'orthographe est essentiellement réservée à quelques corps de métier, tels que les imprimeurs, les grammairiens, les maîtres écrivains. Cette situation se maintient même durablement, et il convient de comprendre les changements dans le temps. Comme le souligne le professeur émérite de la Sorbonne Jean-Louis Tritter, s'il apparaît aisé de comprendre Pierre de Ronsard, dont le français est finalement si proche du nôtre, il faut divers dictionnaires pour parvenir à comprendre et à bien cerner la langue de Michel de Montaigne. Vous pouvez mettre pause pour essayer de lire l'un ou l'autre, c'est assez marrant, vous verrez. La plus commune façon d'amollir les cœurs de ceux qu'on a offensés, leur qu'ayant vengeance en main, ils nous tiennent à leur merci, c'est de les émouvoir par soumission, à commisération et à pitié. Marron, il en a drôle lui, hein. Ce qui démontre parfaitement le grand écart que les usages de la langue peuvent produire durant l'Ancien Régime. Allez, attaquons directement le sujet. Monseigneur. Le terme se retrouve aussi à la fin de la lettre que l'on étudie. Durant longtemps, l'orthographe bénéficie d'une indéniable liberté. Cette phrase, on l'entend tous les jours, mais on a tendance à oublier son véritable sens. Alors je le redis. Oui, nous vivons dans un pays libre. C'est une idée féconde. C'est un magnifique mode de vie. Mais cette liberté a un prix. À l'occasion, il faut tolérer des choses qui ne sont pas forcément de notre goût. On cherche en vain l'établissement d'une orthographe au sens moderne du terme. Ah oui, donc, pour faire simple, différentes manières d'écrire le français sont admises à cette époque-là. C'est le principe. Dans le cas de Monseigneur, il s'agit d'un ajout injustifié, qui ne s'est pas maintenu dans le temps. L'ajout d'une lettre N avant le G ne fait pas référence à l'étymologie latine. L'objectif est essentiellement de souligner que la lettre N doit s'entendre lors de la lecture. C'est un ajout très récurrent que l'on peut rencontrer dans le cas où une voyelle précède le G, comme avec ces exemples de Bourgogne ou de reconnaissance. De plus, d'un point de vue phonétique, NG, ING ou IGN font alors le même son. Ainsi, pour un auteur du XVIIe siècle, peu importe si la lettre N se trouve avant ou après le G, puisque pour lui, ça fait le même son. Mais pour la lecture des textes, c'est pas un cadeau. Actuellement, non. Il faut se défaire de ce que l'on a appris. Mais dans tous les cas, avec cet exemple, c'est simplement la nasalisation qui correspond à la prononciation. Bref, c'est censé être une aide. Il ferait mieux de pas nous aider à ce petit jeu-là. La confiance que j'ai à votre... Le terme de confiance est un excellent exemple de l'orthographe phonétique, qui se base donc sur la prononciation. Le son SE, qu'il soit écrit SE ou CE, cela revient au même. Comme dans G,
qui ou roi sur cette même page, l'usage du Y terminal est plébiscité en raison de son aspect ornemental. Ah oui, donc Y ou I terminal, finalement, peu importe pour eux, c'est juste qu'ils trouvent la lettre Y très belle. On observe une véritable alternance entre le I et le Y terminal. C'est un usage qui se rencontre dès les manuscrits mérovingiens, c'est dire qu'il s'agit d'une pratique ancienne dont il est difficile de se débarrasser. Au XVIe siècle, l'imprimeur Geoffroy Tory, le lexicographe Robert Estienne ou le poète Thomas Sébillet ont lutté pour réduire cet usage. Comme son nom l'indique, un lexicographe réalise des dictionnaires. Il s'intéresse donc aux définitions des mots. Or, l'usage du Y terminal perdure longtemps. En 1740, l'abbé d'Olivet, responsable de la 3e édition du dictionnaire de l'Académie, fait le choix de remplacer la lettre Y par un I partout où c'est possible. Dès lors, seuls quelques noms propres conservent le Y terminal. Nancy, Canisi, Rie, Flavigny, etc., etc. Le cas d'ajout du S avant le T est bien connu, puisqu'il est particulièrement structurant dans l'écriture de cette époque. Dans les imprimés, la lettre T a 10% de chance d'être précédée d'un S. Dès le XIe siècle, ce S qui précède une consonne est devenu muet dans la prononciation. Donc, devant P, R ou T, il s'écrit, mais ne se prononce pas. Au fil du temps, le S a progressivement été remplacé par l'accent circonflexe. Dans le cas de votre, il s'agit d'une référence au latin wester. Dernière me fait redoubler mon zèle. Dans fait, la référence étymologique est très explicite. En latin classique, faire s'écrit facere. Le groupe de consonnes CT se retrouve très régulièrement. Avec zèle écrit avec un C, il y va fort. La phonétique peut difficilement être invoquée cette fois-ci. Et mes soins, et j'ai, dans ce dernier rencontre, En début de ligne, on voit l'usage d'une esperluette. Jusqu'au XVIe siècle, il s'agit d'une ligature E et T qui a été fusionnée par les imprimeurs et qui ont formé ce signe. À partir du début du XVIIe siècle, il est repris dans l'écriture manuscrite, sous une forme bien connue encore de nos jours. Il est même encore sur votre clavier. Cet auteur met simplement un E capital puisqu'il utilise une écriture que l'on peut qualifier d'humanistique, c'est-à-dire très proche de la nôtre. C'est vrai que ça ressemble pas mal, ce qui explique aussi que le texte nous paraisse facile. L'ajout d'un G terminal, comme dans le mot soin, a souvent été perçu comme un moyen de signaler la prononciation nasale du N. Cela sous-entend donc que l'auteur souligne que le N doit s'entendre. On dirait même qu'il a inversé le S et le G dans ce mot, comme s'il avait oublié la lettre G et qu'il l'avait uniquement rajoutée à la fin. Avec le mot dans, on a un bon exemple des syllabes EN et AN qui produisent un son strictement identique. et notre auteur est loin d'être un cas isolé. Oui, en fait, l'erreur ne choque que nous, pas le lecteur de l'époque. Des assemblées du Parlement, vues, sollicitées, Dans Parlement, et comme souvent dans ce texte, l'auteur fait le choix de ne pas indiquer de consonne finale. C'est un usage marginal qui tend à se réduire. Comme en témoigne cet exemple, on met donc habituellement une terminaison, et celle-ci a même une histoire. Progressivement, grand, avec un T, très utilisé en ancien et en moyen français, et de plus en plus orthographié grand, avec un D, dans une forme de normalisation avec les dérivés, comme grandement. D'ailleurs, tant que j'y suis, grand avec un T était alors masculin et féminin. Ainsi, le passage au déterminal entraîne la genrisation de grand et de grande. Dans l'exemple du mot assurance, EU se prononce bien U, comme vu, orthographié VEU. Au XVIe siècle, on trouve bien des grammairiens qui considèrent que le son U doit s'orthographier avec un U et non avec EU. Mais en fait, le hiatus se maintient durablement dans les usages. Un hiatus est une succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes. Midé, promis, bref, tout ce qui peut fomenter les passionnés et donner de la crainte aux mal intentionnés, et puis assurer votre éminence. Dans le cas d'assurer, on peut constater que notre auteur a régulièrement un problème avec le son se. Un seul S ou un double S, cela semble indifférent pour lui. Cela n'a l'air de rien comme ça, hein. Mais il convient de bien repérer ce genre de particularité chez un auteur pour y veiller dans votre inscription. Avec votre éminence, on observe l'usage de signes de ponctuation que sont les parenthèses. Facilitant la lecture, l'emploi de ces éléments se structure progressivement durant la Renaissance. Dans la première moitié du XVIe siècle, l'imprimeur Étienne Dolet fait paraître un traité dans lequel il offre une première réflexion autour de l'usage des accents
et des parenthèses. En général, elles sont alors utilisées pour souligner l'importance d'un élément en particulier. Ici, votre éminence est clairement mise en avant grâce aux parenthèses. Que mon travail n'a pas été infructueux. Été avec un double T ou été avec un S sont des variantes assez attendues au XVIIe siècle. Donc pas de surprise. Car ayant 14 conseillers mes parents, cela me... L'usage sans distinction du I à la place du Y tient du fait que la prononciation de l'un ou de l'autre n'a pas le moindre impact. Ce qui explique que cela se rencontre durablement. Notez que l'auteur de la lettre utilise ici des chiffres arabes. Et dans votre transcription, il convient de maintenir ce choix de l'auteur. Quand c'est en chiffre romain, vous maintenez un chiffre romain. Si c'est en chiffre arabe, vous maintenez un chiffre arabe. Et en toutes lettres, quand c'est en toutes lettres. Finalement, c'est facile les chiffres. Ici, il y a une petite confusion entre les homophones mais et mais. L'adverbe et l'adjectif possessif. Lors de votre transcription, il convient de bien maintenir cette erreur et de ne pas chercher à corriger le manuscrit original. Enfin, sur cette ligne, pour l'auteur, que parent soit orthographié ANS ou ENT à la fin, cela ne change strictement rien d'un point de vue phonétique. On avait rencontré exactement la même logique avec le mot dans. Donne beaucoup de commodité et d'autorité d'agir. Beaucoup connaît une simple variante orthographique phonétique. Cela dit, c'est une variante qui se rencontre parfois, comme dans cette édition des Grandes Annales de François de Belforest. Monsieur le Premier Président a vu le tout, j'avais... On y est habitué à force de consulter des textes de cette époque. Mais O et I se prononcent oué en moyen français, et tend à se prononcer et au cours du XVIe siècle. Donc, j'avais s'écrit bien OIS à la fin, mais se prononce alors j'avais. Et cet usage dans la conjugaison se maintient longtemps. Ce n'est qu'en 1835 qu'on officialise la graphie A et I pour l'imparfait. Et oui, c'est donc une évolution lente. Et ce, même si on observe une proposition en ce sens dès 1635, et que l'idée est également défendue en 1732 par Voltaire. 30 hommes au palais et par la ville pour... Un L ou un double L pour cet auteur, cela n'a pas la moindre conséquence, et cela ne doit pas en avoir non plus lors de la prononciation, donc pas d'angoisse. Persuadé d'obéir au roi et demander la paix. Dans la province, le jour de la dernière assemblée, plusieurs gentilshommes de la ville montraient bien... Le cas de gentilhomme est un excellent exemple de choix phonétique. La lettre J initiale fait parfaitement office ici. En 1588, dans cette note rédigée par un auteur qui utilise également une écriture humanistique, on trouve exactement la même variante. Sur cette ligne, la conjugaison de mon orthographié avec un S terminal paraît logique, avec un pronom personnel me et l'idée M' qui précède. Secondé, lesquels ont été incorruptibles aux menaces. L'usage de secondé n'est pas si étonnant au XVIIe siècle. Par exemple, le grammairien Gilles Ménage préconise de rapprocher l'écriture de la prononciation. Il propose alors une modification de certaines lettres. Second vient du latin segunda, mais le réformateur propose de rapprocher son orthographe de sa prononciation, avec une orthographe similaire à celle choisie donc par notre auteur Alexandre Rasson. La conjugaison du verbe avoir orthographié ONST se rencontre par ailleurs et ne doit donc pas étonner. Et flatterie, et pour peu que votre éminence leur en témoigne quelques reconnaissances, ils feront. Notre auteur nous a déjà habitués aux variantes qui ne présentent donc plus vraiment de surprise. Pour témoigne, par exemple, on a exactement le même phénomène que pour Monseigneur que nous avons vu tout à l'heure. Merveille. Cela est considérable dans une ville. Une avec deux N se rencontre très régulièrement, et on la rencontre aussi avec la variante une avec un G. Cette féminisation de 1 avec un G maintient le G médian qui sert alors pour rompre la multiplication des jambages difficiles à lire. Car ils ont quasi tout le Parlement pour parents. Cette variante de quasi est assez surprenante, mais phonétiquement cela s'entend parfaitement. Il existe deux grandes tendances orthographiques qui cohabitent parfaitement au XVIIe siècle. L'une est dominante au XVIe siècle et elle est dite étymologique. Parfois appelée ancienne. C'est avant tout celle des magistrats et de l'administration. Celle-ci vise à ajouter de nombreuses consonnes muettes. Calquée sur le latin. Dans ce cas, c'est l'ancienneté qui fonde les références réelles ou supposées.
Dans le même temps, il existe une autre orthographe dite phonétique, aussi appelée moderne. qui reprend la tradition médiévale. À partir du XVIe siècle, des grammairiens et des typographes cherchent à restaurer la tradition romaine. D'ailleurs, comme souvent durant l'époque moderne, innover est perçu négativement, et on préfère proposer un retour au passé et à la tradition pour camoufler des innovations. Cet usage d'une orthographe phonétique a pour but de proposer une meilleure correspondance de l'écrit avec l'oral. On a souvent tendance à opposer les deux systèmes phonétiques et étymologiques donc. Mais dans les faits, ces deux tendances cohabitent parfaitement dans un même terme, dans une même phrase, et même parfois dans un même texte. Et c'est clairement le cas pour Alexandre Rassan, qui pioche dans un système ou dans l'autre indifféremment. Il est capable d'écrire fait avec un C avant le T et gentilhomme avec un J initial, comme cela se prononce. Ainsi, nombre de clercs se situent dans un espèce d'entre-deux, de sorte que les pratiques apparaissent aussi diversifiées que l'esprit humain peut le permettre. On pioche dans l'une ou l'autre des traditions principales en fonction des besoins. Et encore, là je simplifie, puisqu'il existe davantage de tendances qui offrent un réservoir presque illimité à partir duquel les hommes peuvent composer. C'est simple encore cette affaire. De même, il ne faut pas négliger un point important. Entre la fin du XVIe et les années 1630, la langue a certainement connu l'une de ses plus grandes révolutions. En l'espace de quelques décennies, les changements sont considérables. Les débats orthographiques sont si vifs à cette époque que l'on craint même un véritable schisme qui pourrait aller jusqu'à bouleverser l'intégralité de la société. Ah oui, clairement ce n'est pas du tout une question prise à la légère. Certains auteurs vont même jusqu'à considérer que maintenir l'usage du latin est un gage de l'unité du royaume de France. L'idée est donc que le latin est une barrière que l'on peut ériger contre la réforme protestante. À ce propos, vous pouvez aller voir la vidéo sur le curé Landry. D'autres auteurs craignent même qu'une orthographe trop facile, qui puisse s'acquérir trop facilement, soit en mesure de faire bouger l'ordre établi. Finalement, l'orthographe est une question politique de premier plan. De plus, il est important de garder à l'esprit que la norme orthographique ne se met en place véritablement qu'au XIXe siècle. De sorte que, comme j'ai essayé de le faire avec vous, il convient de regarder au-delà de cette diversité apparente. Il y a des tendances générales à comprendre. Les évolutions sont lentes dans le domaine, et il est souvent vain de chercher de véritables ruptures. L'histoire de la langue, c'est avant tout une bataille des idées. Certaines propositions rencontrent un succès immédiat, et d'autres tombent immédiatement dans l'oubli. Comme cet alphabet proposé par le maître d'école de Marseille, Honorat Rambaud. En 1578, il met en place un alphabet qui vise à rompre avec la forme ambiguë de certaines lettres. Vous voyez un peu ? C'est le cas par exemple du P qui peut être écrit comme une lettre X. Regardez bien cet exemple de 29e en chiffres romains et du mot pipe avec 2 P. C'est édifiant. Ce n'était pas bête l'idée d'Honorat Rambaud, mais il faut reconnaître que sa tentative de clarification se situe entre le grec, l'hébreu et l'idée abandonnée en race campagne parce que c'est un malade ce garçon. Je reprends donc ce que l'on a lu ensemble mais plus rapidement. Monseigneur, la confiance que j'ai à votre dernière me fait redoubler mon zèle et mes soins. Et j'ai dans ce dernier rencontre des assemblées du Parlement vu, sollicité, midé, promis, bref, tout ce qui peut fomenter, les passionnés et donner de la crainte aux mal intentionnés, et puis assurer votre éminence que mon travail n'a pas été infructueux. Car, ayant 14 conseillers mes parents, cela me donne beaucoup de commodité et d'autorité d'agir. Monsieur le premier président a vu le tout. J'avais 30 hommes au palais et par la ville pour persuader d'obéir au roi et demander la paix. Dans la province, le jour de la dernière assemblée, plusieurs gentilshommes de la ville m'ont très bien secondé, lesquels ont été incorruptibles aux menaces et flatteries, et pour peu que votre éminence leur en témoigne quelque reconnaissance, ils feront merveille. Cela est considérable dans une ville, car ils ont quasi tout le Parlement pour parents.
Comme vous pouvez le constater avec cet auteur, Et comme c'est souvent le cas, une lecture à voix haute permet de résoudre bien des problèmes de sens et de mieux comprendre comment transcrire le texte. Voilà pour cette première analyse un peu technique des questions de langue. Il y a pas mal de choses à étudier, mais finalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'au XVIIe siècle encore, les auteurs disposent de nombreuses règles. et trop de règles, tu les règles. Ils peuvent donc piocher dans une tradition ou une autre en fonction de ce qui les arrange. De l'anarchie apparente se dégagent des questions de langue et une réelle diversité. Nous allons continuer de l'étudier dans la prochaine vidéo, dont l'objectif sera de terminer la lettre et d'expliquer le contexte. N'hésitez pas à activer la cloche et vous abonner sur les réseaux pour rester informé. En attendant, utipeuses, utipeurs, futurs utipeuses et futurs utipeurs, aidez-nous à faire parler de cette chaîne.